Bonjour tout le monde. On est bien content d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager nos premières expériences en maintenance conditionnelle. On est aussi conscient qu'on est le dernier obstacle entre vous et votre dîner. Fait qu'on va essayer de rendre ça intéressant et puis de ne pas vous endormir. Bonjour. Donc voilà le plan. Commencer par présenter Pharmascience rapidement. Après ça, je vais m'attarder sur quelques données propres au département de maintenance. Ça va vous permettre de comprendre le contexte dans lequel on évolue puis ce qui nous a poussé à aller vers de la maintenance conditionnelle. On va faire un bref survol des différentes phases d'évolution de la maintenance, donc dans l'industrie en général puis chez Pharmascience en particulier. On va vous parler après ça, on va entrer dans le vif du sujet, vous parler de maintenance 4.0, nos premières expériences, entre autres avec l'outil iMonit. Donc les succès qu'on a eus, les limitations qu'on a rencontrées aussi. Et puis par la suite, Bilal va enchaîner avec l'intégration de notre deuxième départ, donc le deuxième outil qu'on a intégré en maintenance 4.0 pour remédier aux obstacles qu'on avait rencontrés avec le premier. Puis à la fin, on va vous parler rapidement de sécurité informatique avant de conclure. C'est bon? Voilà, donc Pharmascience, c'est le plus gros employeur pharmaceutique au Québec avec 5 milliards de doses fabriquées l'année passée. On fabrique 300 molécules différentes sous 1400 déclinaisons de SKU différents, donc des teneurs puis des formats différents. Ce qui sort de notre usine, c'est des comprimés puis des capsules, puis on fait aussi le conditionnement. Donc, le produit fini se présente sous forme de bouteilles ou de plaquettes alvéolées, communément appelées des blisters. On a 2 centres de fabrication dans la région de Montréal, un à Montréal même, l'autre à Candiac, en plus d'un centre de distribution à Dorval. À partir de maintenant, on va vous parler uniquement de ce qui a été réalisé à l'usine de Montréal. Donc, l'usine de Montréal compte 55 employés à la maintenance. L'année passée, on a fait 22 500 bons de travail complétés. De ce nombre-là, quasiment la moitié, c'était des maintenances préventives. Donc, c'est 11 000 heures de maintenance préventive. Nous a permis d'identifier 500 bris potentiels. Donc, ça a découlé en 500 bons de travail qu'on appelle, c'est des correctifs venant du préventif. Fait que vous pouvez faire le calcul rapidement. Là, 500 correctifs trouvés pour 10 000 PM, c'est relativement peu. Souvent, ce qu'on nous enseigne, c'est que pour 10 PM complétés, on essaie de trouver au moins une anomalie. Si on en trouve plus qu'une, il y a des risques qu'éventuellement on frappe des bris plus souvent. Puis si on en trouve moins qu'une, peut-être qu'on fait de la surmaintenance. Fait que chez Pharmascience, clairement, on fait de la surmaintenance. Il faut comprendre que c'est relié au contexte. Dans le pharmaceutique, il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un bris en production, il y a une investigation qui est déclenchée. Puis l'investigation, elle doit mener invariablement à des mesures correctives puis des mesures préventives. Puis devinez quoi? Dans les dernières années, la mesure préventive par excellence, c'était rajouter une tâche à l'APM. Donc, bon an, mal an, année après année, on a rajouté des tâches à notre maintenance planifiée. Et puis, on est pris aujourd'hui avec quelque chose d'assez monstrueux, pas toujours pour le mieux. Il y a des inspections qu'on fait qui ont de la valeur, mais pas toutes. Puis, pour vous donner un ordre de grandeur, on a environ 700 bris en production par année. Donc là, on a un survol rapide de l'évolution de la maintenance en général. Pharmascience a vraiment suivi ce cheminement-là. Donc, dans les premières années, on intervenait quand il y avait un bris, on était en mode réactif. Certainement, le mode de maintenance le plus dispendieux parce qu'il y a des bris non planifiés. Il y a des opérateurs qui attendent pendant qu'on répare les équipements. Donc, on intervient typiquement trop tard. Donc, en réaction à ça, on a commencé à développer des stratégies de maintenance préventive. On a commencé à mettre en place des inspections basées sur des calendriers, des changements de pièces basés sur des calendriers. Donc là, à l'inverse, on intervient trop tôt dans le processus avant que la pièce brise. Des fois beaucoup trop tôt. Donc, ce qu'on essaie de faire depuis 2020, c'est migrer une partie de cette maintenance préventive-là, essayer de l'alléger, puis transférer ça vers de la maintenance prédictive. L'idée de la maintenance prédictive, c'est d'intervenir juste avant que le bris se produise. Puis éventuellement, notre rêve, c'est de tendre vers de la maintenance prescriptive. Donc, c'est trouver les bons ajustements pour éviter d'avoir des bris. La maintenance préventive, c'est essentiellement le mode de maintenance dans lequel on se trouve chez Pharmascience. Elle est coûteuse. C'est pour ça qu'on veut migrer vers de la maintenance prédictive. Elle est coûteuse pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'il faut arrêter les équipements. Quand on travaille dessus, il n'y a pas de production. Puis dans un contexte où il y a un manque de capacité sur les équipements, ce qui est le cas chez Pharmascience, chaque heure que la maintenance travaille sur l'équipement, c'est des ventes qui sont perdues. La deuxième raison pour laquelle c'est dispendieux, c'est qu'on change des pièces avant qu'elles brisent. Puis souvent, on les change bien avant qu'elles brisent. On a quelques exemples qu'on va partager avec vous tout à l'heure.
Donc, on paye des gens pour changer, pour mettre au vidange des pièces qui seraient encore bonnes parfois pour plusieurs années. Puis finalement, la troisième raison, là, mais non la moindre, c'est que parfois, pas toujours, parfois, la maintenance, elle est la source même de la défaillance. Puis là, je pourrais faire une petite analogie avec la médecine. Il n'y a aucun chirurgien qui va dire à son patient de 85 ans, là, monsieur, là, vous avez atteint l'âge, il faut qu'on change les reins, le cœur, les poumons. Parce qu'on sait que faire ça, ça représente des risques. De la même manière, pour une machine, quand on intervient dessus, il y a des risques, qu'il y ait des bris. Fait que ça ne donne rien d'intervenir dessus s'il n'y a pas de bonne raison de faire d'intervention. Fait que le défi d'intervenir au bon moment, c'est de savoir quand est-ce que le bris va se produire. Fait que pour ça, la théorie, ce qu'elle nous enseigne, c'est les fameuses courbes PF, où est-ce qu'on voit l'état de la machine qui se dégrade avec le temps. Et puis, le point P, c'est où est-ce qu'on commence à avoir des probabilités de défaillance. Le point F, c'est où est-ce que la défaillance est avérée. Fait qu'idéalement, en maintenance prédictive, on voudrait intervenir juste avant le point F. Puis en maintenance préventive, on intervient souvent avant le point P, puis bien avant le point P. Donc ça, c'est ce que la théorie nous enseigne. Dans la pratique, malheureusement, 80% des bris, 80% des modes de défaillance ne sont pas reliés au temps. Fait que là, je prendrai l'exemple que Luc a partagé ce matin. Là, tout ce qui est électronique, il n'y a pas de courbe PF pour de l'électronique. C'est une belle ligne droite. Il y a une mortalité infantile qui est élevée au début. Là, après les premières heures, dans les premières heures, il risque d'avoir des défaillances. Mais un coup que la pièce électronique a passé ses premières heures, la courbe PF, c'est une belle ligne droite dans le temps. En autant qu'elle soit dans des conditions d'opération optimum. Puis pour le 20% qui reste, oui, il y a des courbes PF, ça s'applique, mais ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Les courbes PF, il y en a une pour chaque équipement, puis je dirais même qu'il y en a une pour chaque contexte de production. On peut avoir deux équipements identiques, elles ne vont pas avoir la même courbe PF si elles ne font pas le même produit, puis elles ne sont pas dans le même environnement. Donc, dans la pratique, ce n'est pas si facile à utiliser. Fait que la clé, c'est mesurer. C'est mesurer la condition de l'équipement. Puis ça, chez Pharmascience, on était bon là-dedans. Là, ça fait des années qu'on en fait. Là, on faisait de la thermographie, de l'ultrason, de la vibration, de l'analyse d'huile. Le problème, c'est qu'on le faisait ponctuellement. Avant 2019, on avait des maintenances. On prenait les conditions sur une base régulière. Par exemple, la vibration, tous les mois, on allait prendre la vibration sur nos ventilateurs, par exemple. Donc, au moment où on prenait les mesures, on avait une bonne idée de l'état de l'équipement. Mais des fois, d'un mois à l'autre, on pouvait avoir des bris. Fait que la vraie clé du succès, c'est mesurer, mais c'est mesurer en continu. C'est ça que le 4.0 nous permet de faire. Petite parenthèse rapide, là, on parle beaucoup de 4.0, juste pour être sûr qu'on soit tous à la même page. Pour ceux qui ne le savent pas, 4.0, ça réfère à la 4e révolution industrielle. La première, c'était dans les années 1765 avec l'avènement des machines à vapeur qui ont remplacé progressivement les éléments, là, le vent, les rivières, puis même les animaux là, pour entraîner nos équipements. 100 ans plus tard, il y a eu la 2e révolution industrielle avec les premières chaînes de production. Par la suite, un autre 100 ans plus tard, il y a eu la 3e révolution industrielle avec l'avènement des microprocesseurs. Donc, on a commencé à voir arriver des ordinateurs, des automates, des drives, des PLC, etc. Puis finalement, 50 ans plus tard, là, vous remarquerez, là, on est passé d'une cadence de 100 ans entre chaque révolution industrielle à 50 ans. Donc, 50 ans plus tard, aujourd'hui, 4e révolution industrielle, c'est l'avènement des équipements connectés. Puis ça, les équipements connectés, ce que ça nous permet de faire, ça nous permet d'installer des capteurs sur nos équipements, des capteurs de pression, température, vibration, etc., de ramasser du data en continu, de le comparer avec des profils de bris, des historiques de bris, d'établir des seuils idéalement qu'on ne voudrait pas dépasser, puis quand on les dépasse, générer des alarmes, puis ces alarmes-là déclenchent des maintenances correctives basées sur les données. Donc, en 2019, chez Pharmascience, c'est là qu'on était rendu. On avait rencontré différents consultants. On s'était entendu avec l'un d'entre eux. Ce qu'ils nous proposaient, c'était d'installer sur un de nos équipements critiques une série de capteurs et puis d'enregistrer le data là, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Puis après ça, avec une application qu'il avait développée en intelligence artificielle, comparer ça avec nos données de GMAO, nos données de bris, et puis identifier les capteurs qui pourraient nous prédire à l'avenir des situations de bris imminents. Comme vous savez, 2020, on était prêt à sauter à l'eau. Début 2020, il y a eu la COVID qui est arrivée. Donc, du jour au lendemain, il n'y a plus aucun consultant qui pouvait rentrer chez Pharmascience. Donc, pour ne pas perdre de temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a contacté. On lui a dit, prête-nous tes capteurs, nous, on va les installer. Puis dans 2-3 semaines, là, quand la pandémie sera terminée, on te rappellera, puis tu viendras analyser nos données. Ça, c'est ce qu'on pensait.
On a encore les capteurs. On en a plus même. Et je me souviens, j'avais été récupéré dans le stationnement de Pharmascience, une petite valise dans 2 voitures avec un masque. J'ai l'impression de faire de quoi d'illicite. On a hérité d'une petite valise dans laquelle on avait plusieurs capteurs. Puis des capteurs de la série iMonit. Bon, des marques, il y en a plein. Là, vous pouvez faire des recherches sur le web. Ils se valent probablement tous aussi bien l'un que l'autre. Mais ce qu'on avait, donc, c'est des petits capteurs sans fil qui marchent à batterie, qui communiquent avec une passerelle. La passerelle, vous avez un exemple en haut à gauche. La passerelle, elle communique avec le cloud de iMonit, soit par réseau cellulaire ou alors par le réseau Wi-Fi de l'entreprise. Dans notre cas, nous, on l'a connecté au réseau Wi-Fi de Pharmascience. Ça a pris quelques minutes. Puis après ça, avec un accès, un abonnement, on est capable d'accéder à nos données. Donc après que tout ça soit branché, 10 minutes après, on s'en va sur le portail et on commence à voir les données rentrer. Ces données-là, elles sont disponibles sous forme de tableaux, sous forme de graphiques. Puis on peut même établir des alarmes pour se voir sur nos cellulaires ou des courriels quand on dépasse certaines limites. Donc, très facile à installer. Là, j'ai marqué moins de 60 minutes. Là, c'est peut-être même, je dirais, 30 minutes faire une installation. Il n'y a pas de filage à faire. Là. C'est très, très simple. Coût aussi très, très abordable. Donc, des valises, aujourd'hui, on en a plusieurs. Pour 1 000 là, vous êtes capable d'avoir quelques capteurs, une passerelle, puis un accès au portail là, pour une année. Et c'est là que les découvertes ont commencé. Donc, on a été très surpris de voir à quel point les données nous donnaient des informations là, très précieuses. Puis sans même avoir besoin de logiciels d'intelligence artificielle, on était capable de tirer des conclusions là, très, très pertinentes de ce qu'on mesurait. J'ai quelques exemples à partager avec vous. Là, vous voyez en haut à gauche, donc à droite plutôt pour vous, vous voyez un dépoussiéreur. Ça, des dépoussiéreurs, on en a une douzaine comme ça chez Pharmascience. Puis il faut que je vous dise, c'est notre bête noire. Parce que ces dépoussiéreurs-là, ça ramasse tout un cocktail de produits pharmaceutiques. Quand on vient pour changer les filtres, ça prend un scaphandre. Nos techniciens doivent travailler avec ça. Ce n'est pas très plaisant. Personne ne se précipite pour faire ce genre de job-là. Quand c'est terminé, il faut nettoyer les salles de mécanique de fond en comble. Pas question de laisser des résidus pharmaceutiques dans les coins. Puis les fils, il faut les disposer. Là, on ne met pas ça sur le bord du chemin à la fin de la semaine. Là, il faut les envoyer à... C'est des matières dangereuses, donc on doit les envoyer faire incinérer. Vous pouvez imaginer les coûts. Donc, pour éviter de le faire inutilement, notre stratégie avant 2019, on avait une maintenance préventive. À chaque semaine, les techniciens faisaient la tournée des dépoussiéreurs, puis prenaient en note les pressions différentielles. Il y a des espèces de cadrans, là, des magnéliques, et puis là, ils faisaient leur relevé. Malheureusement, la pression différentielle, elle voit l'encrassement du filtre, mais elle dépend aussi du débit d'air qui passe dans le dépoussiéreur. Donc, quand le technicien est passé, puis le dépoussiéreur a été arrêté, ou l'équipement était arrêté, il n'y avait pas de débit qui passait dedans, il n'y a pas de lecture. Donc, des fois, le technicien devait se présenter 2, 3, 4 fois dans la semaine avant d'être capable d'avoir une lecture. Puis quand il faisait une lecture, des fois, la lecture n'était pas si pertinente que ça, parce qu'il pouvait passer un lundi matin où est-ce que le débit était bas, la pression est basse, même si les filtres étaient sales. Et puis, le mardi, on se faisait appeler en urgence par la production pour remplacer les filtres parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir leur débit. Donc là, on se trouvait, malgré nos tâches hebdomadaires de vérification des pressions, on se trouvait à avoir parfois à faire des interventions d'urgence, donc arrêter la production et puis changer en vitesse là, ces filtres-là. Puis à l'inverse, des fois, on changeait les filtres, puis on se rendait compte qu'ils étaient relativement propres. Ils auraient pu être bons encore pour plusieurs semaines. Mais bon, un coup tout s'est topé, c'est clair qu'on les remplaçait pareil, puis on envoyait des fils quasiment propres en destruction. Donc ça, c'était notre réalité. Là, vous pouvez voir en bas sur le graphique ce que ça donne avec un capteur de pression différentielle. Donc là, vous voyez vraiment les périodes à zéro où est-ce que l'équipement est arrêté. Puis vous voyez aussi là, les pics. Les pics ne sont pas tous au même niveau. Donc, dépendamment du débit d'air, la pression différentielle est plus ou moins élevée. Mais au moins, avec ces capteurs-là, on est capable d'avoir le portrait complet du dépoussiéreur et puis de prendre des bonnes décisions pour remplacer les filtres. Évidemment, on a des alarmes. Là, quand on atteint un certain seuil, il y a une alarme qui rentre. Puis pour nous, c'est le déclenchement pour remplacer les filtres. Depuis qu'on a ça, on ne jette plus des filtres propres, puis on ne se fait plus appeler en urgence pour remplacer les filtres. D'autres applications. On avait aussi une situation c'est moins relié à la maintenance, c'est plus relié au procédé. On avait des problèmes d'inversion de débit dans des systèmes de ventilation qui nous causaient des soucis. Donc, le même principe, Bilal a installé un manomètre de pression différentielle sur un filtre de ce système-là. Quand la pression s'inverse, on sait que le débit s'est inversé. En 10 minutes, on a des alertes sur le téléphone. On va intervenir avant qu'il y ait du dégât. On a installé des capteurs de température sur des presses pour voir des problèmes de lubrification. Ça a marché. On a évité plusieurs bris en recevant des alertes de température pour finalement se rendre compte que le système de lubrification était arrêté.
On a installé aussi des capteurs de vibration sur différents équipements, entre autres sur un compresseur. Ça, c'était un des premiers projets qu'on a fait. On venait juste de recevoir nos capteurs. Et puis, notre fournisseur de services en air comprimé venait nous annoncer qu'on avait un compresseur, notre compresseur principal, qui était fini. Il fallait remplacer des vis, un compresseur à vis. Donc, lui, sa recommandation, c'est d'arrêter le compresseur. Parce qu'il m'a dit, rendu où est-ce que vous êtes rendu? Là, il peut arrêter, là, il peut mourir n'importe quand. Là. On n'avait pas tant de redondance que ça à l'époque. Dans notre cas, si on l'arrêtait, c'est clair qu'il fallait en louer un, en installer un. Puis parce qu'on est dans le pharmaceutique, il fallait en valider un. Puis tout ce processus-là d'installer, louer, installer, valider, c'est un processus de 3 mois. Puis 3 mois, c'est le délai que ça prenait pour avoir les nouvelles vis. Fait qu'à la place qu'on a fait, c'est qu'on a installé un capteur de vibration pour l'en suivi en continu. Puis le pari qu'on a pris, c'est on espérait voir la dégradation avant qu'il brise, puis de se rendre jusqu'à temps qu'on reçoive les pièces, puis c'est ce qui s'est produit. Fait qu'on s'est sauvé un 100 000 $ de location de compresseur parce qu'on était en mesure de monitorer la condition de notre compresseur qui était problématique. On a installé aussi des capteurs de vibration sur d'autres équipements, des dépoussiéreurs, des encapsuleuses. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez dans le graphique du bas. Donc, c'est le profil de vibration sur une encapsuleuse. Vous voyez, c'est relativement stable. Puis là, vers la fin, là, il y a comme un arrêt. L'arrêt, c'est un changement de lot, donc c'est le même produit. Et puis, au redémarrage, là, vous voyez, le niveau de vibration est plus élevé. Puis quelques heures plus tard, là, il y a eu un bris qui a été assez coûteux. Là, ça a coûté plusieurs dizaines de milliers de dollars de pièces. Il faut comprendre que dans le pharma, là, c'est toutes des pièces en stainless polymiroir, là, fait que la facture monte vite. Et puis, on a perdu là, quelques jours de production là, pour remplacer ces pièces-là. Ce qu'on pense, c'est qu'il y a probablement eu un mauvais ajustement au départ, puis qui a conduit en un smash. Fait que tout de suite, avec ces capteurs-là, on a pu voir qu'il y avait du potentiel à suivre la vibration sur des équipements comme ça. Fait qu'on n'a pas pu éviter le bris parce qu'on venait juste de l'installer. On n'avait pas vraiment d'idée de où mettre les seuils d'alarme, mais au moins, on a vu qu'il y avait du potentiel à suivre ces équipements en vibration. Donc, on a fait plein de belles découvertes. Puis, en fait, ce qui est à retenir, c'est que plus on faisait des essais, plus on découvrait des choses, plus on trouvait des occasions de rajouter des capteurs, plus ces capteurs-là nous donnaient de l'information, nous donnaient des nouvelles idées. C'est un petit peu sans limite. Au début, on avait vraiment l'impression que sans le logiciel d'intelligence artificielle, on ne serait pas capable de faire de lien avec ce qu'on lisait puis la condition des équipements. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire par nous-mêmes. Mais on a quand même frappé quelques limitations. Entre autres, la technologie Aimonite, le data, il se trouve être sur le cloud du fournisseur. Fait qu'on peut downloader des fichiers, mais faire de l'analyse des chiffres en continu, ce n'est pas trop facile. Donc, autant c'est facile de mettre une alarme quand on dépasse une condition, autant traiter l'information pour générer une alarme, ce n'est pas trop évident. Puis surtout, prendre l'information d'Aimonite puis coupler ça avec une autre information qui vient d'une autre source, c'est faisable, mais ce n'est pas très élégant. J'ai 2 exemples pour illustrer ça. Le premier, c'est on a des remplisseuses qui sont actionnées avec des cylindres. En fait, les cylindres pneumatiques, elles ouvrent des portes pour que les pilules puissent tomber dans des bouteilles. Et puis, ces cylindres-là, on les change à tous les années. C'est une PM. On en sort, en fait, c'est la pièce la plus consommée à notre magasin de pièces. On en sort 180 par année, quasiment 80 000 $ juste de pièces. Puis devinez pourquoi on les change à chaque année. Parce qu'il y a quelques années, on a eu un cas de mauvais compte, il y a eu une investigation, puis le résultat de l'investigation, c'est qu'on avait un de nos cylindres qui était probablement fatigué, qui ne réagissait pas assez rapidement. Fait que comme mesure corrective, devinez ce qu'on a mis? On a mis un remplacement de cylindre systématique à chaque année. Puis ça, c'est une maintenance pour vous donner une idée aussi à quel point ce n'est pas une maintenance qui est super performante. Des cylindres comme ça, on en change 2 mois dans l'année. En décembre, parce que c'est notre shutdown annuel, c'est là où on fait les remplacements annuels. Puis par la suite, on les change en janvier. Mais le reste de l'année, on n'en change presque pas. Fait que voyez-vous le portrait, là, pendant toute l'année, ça va super bien. En décembre, on change tous nos cylindres pour éviter d'avoir éventuellement des mauvais comptes. Puis là, en janvier, on se fait rappeler parce qu'il y a des cylindres qui fonctionnent mal, qui sont mal ajustés. Fait que c'est un bon exemple où est-ce que la maintenance est une source même là, de défaillance dans ce cas-ci. Fait que là, nous, ce qu'on s'est dit, on va remplacer cette maintenance préventive-là, qui est coûteuse, qui génère elle-même des défaillances, par une maintenance conditionnelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la performance du cylindre. Pour compliquer, on va prendre le signal de l'automate. On va calculer le temps entre le moment où l'automate envoie le signal au cylindre de s'actionner, puis le moment où est-ce que le cylindre confirme qu'il atteint sa position. C'est des petits cylindres là, qui ont des capteurs de position dessus.
puis on va calculer le nombre de millisecondes, puis quand on va voir que ça commence à se dégrader dans le temps, bien là, on va les remplacer. En théorie, c'est facile à faire, mais en pratique, mais faire ça avec des données qui sont sur le cloud, de iMonit, ce n'est pas si facile que ça. Donc ça, c'est le premier exemple de limitation qu'on avait avec cette technologie-là. On avait l'idée, on savait comment on avait l'idée, on savait comment le mesurer, mais pour l'appliquer, on n'avait pas les bons outils. Un autre exemple dans la même veine, on a des enrobeuses. Nos comprimés, on les enrobe. Donc, une enrobeuse, vous voyez ça un peu comme une sécheuse à linge. Il y a un tambour qui roule, on remplit ça de comprimés, et puis on envoie on a des rampes où est-ce qu'on a des sprays de solution d'enrobage. Puis comme une sécheuse, il faut envoyer de l'air chaud pour pouvoir sécher cette solution d'enrobage au fur et à mesure qu'on la spraye sur les comprimés. Il y a un paramètre important, on a juste 10 minutes pour atteindre 80 degrés sur l'air, parce que pendant le temps que la turbine réchauffe, les comprimés, ils frottent les uns sur les autres. Le spray n'est pas encore actionné tant qu'on n'a pas atteint la température. Donc, les comprimés, ils frottent les uns sur les autres. Il y a un phénomène d'usure, d'érosion. Fait que si on n'a pas atteint la température en 10 minutes, le lot est rejeté. Puis dans le passé, on a racheté beaucoup de l'eau pour cette raison-là. Puis la cause fondamentale, il y en a toutes sortes. Il y a des fils bouchés, il y avait des serpentins bouchés, on a eu des basses pressions de vapeur, des valves de vapeur qui fonctionnaient mal, des trappes de vapeur qui fonctionnaient mal. En tout cas, on a vu à peu près tous les cas de figure possibles. Mais le résultat était le même, on n'atteignait pas les 80 degrés en 10 minutes. Fait que là, vous voyez, on a mis un capteur iMonit sur la sortie de l'air. Vous voyez le profil qu'on obtient. Donc, entre chaque lot, la température retombait à 20 degrés. Quand on partait à l'eau, là, ça a monté pour atteindre le 80. Fait qu'avec un œil humain, c'est facile de voir là, quand tout est sous contrôle ou quand ça ne l'est pas. D'ailleurs, l'exemple que j'ai pris, on a un cas là, vers la fin où est-ce que vous voyez quand on a de la misère à atteindre le 80 degrés. Fait que pour un œil humain, c'est facile, mais par contre, mettre une alarme là-dessus, c'est moins évident. Là, hein. On aurait pu, si l'alarme, ça avait été ne pas dépasser 80 degrés, oui, à iMonit, ça aurait été facile, on aurait mis une limite, puis ça aurait été réglé. Mais là, il fallait programmer quelque chose pour que, quand l'enrobeuse parte, si en moins de 10 minutes, on n'a pas atteint 80 degrés, on a une alarme. Donc, on n'avait pas les bons outils pour faire ça. En tout cas, pas avec juste nos capteurs iMonit. L'autre limitation qu'on a rencontrée avec cette technologie-là, c'est la fréquence de lecture. Hein. iMonit, eux autres, ils hébergent nos données, donc ils nous mettent une limite sur le nombre de données qu'on pousse. La licence standard, c'est une lecture par 10 minutes, ce qui est amplement suffisant pour plein d'applications. En fait, la majorité des applications, comme les dépoussiéreurs, là, ça ne change pas en 10 minutes, la pression sur un filtre. Mais pour d'autres applications, ce n'était pas suffisant. Ils offrent en fait aussi une licence avancée là, qui assez dispendieuse, où est-ce qu'on peut pousser jusqu'à une lecture par seconde. Mais même une lecture par seconde, pour nous, ce n'est pas suffisant. On avait un cas là, sur une encapsuleuse qui roule à 1500 capsules par minute, où est-ce qu'on voulait mesurer le vacuum pour ouvrir les capsules. Mais on voulait le mesurer pour chaque capsule, parce que si on a un problème seulement sur un segment, on va être capable d'identifier quel segment est problématique. Fait que faites le calcul, là, une lecture par seconde, 1500 capsules par minute, on aurait eu une lecture à peu près pour 25 capsules. Là. Donc, ce n'est pas adéquat pour nous. Donc, on a cherché des solutions et puis Bilal va vous présenter là, celle qu'on a finalement retenue. Bonjour, moi c'est Bilal, technicien qui a installé ce genre de système. Suite aux limitations qu'on a vécues avec le premier système, on a essayé de trouver une solution qui est plus adaptée à nos besoins. Et la solution, le but, c'est d'être capable d'avoir les signaux des capteurs, des automates et des drives, ainsi que l'information qu'on a dans notre système SAP, qui est capable de faire des opérations logiques comme compiler plusieurs informations en même temps et avoir un bon affichage graphique, générer des alarmes, plus la possibilité de générer des BT dans notre système SAP. Et c'est là qu'on a mis en place un réseau industriel qui est relié avec notre réseau informatique à travers des switches Stratix. Et on a intégré la solution Ignition avec un petit réseau de capteurs iMonit avec des modules IFM plutôt, avec des modules IFM. Et cela, ça nous a permis de créer le réseau qui tient en compte toutes les données qui viennent de nos automates, plus les données des capteurs qu'on n'a pas dans nos machines, qu'on a rajoutées dans les machines ensuite. Et cette interface-là nous donne comme un accès direct avec n'importe quelle interface web
avec n'importe quel ordinateur sur une interface web que tout le monde dans la société peut avoir cette information et peuvent suivre l'état d'avancement des machines et l'état des capteurs, par exemple, ou n'importe. La slide suivante va nous faire, ça c'est les cylindres que Yann a présenté tantôt. Au fait, ce qu'on a fait, on a fait un banc d'essai qui nous donne l'état des cylindres. Le but, c'est de suivre l'état des cylindres en temps réel, d'avoir un suivi avec le temps. Et ce qu'on a fait, on a essayé de vieillir les cylindres prématurément. Comme ça, on va savoir combien les cylindres vont survivre avec des conditions normales. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ce système-là et on a fait des alarmes si le temps du cylindre augmente, le temps de réaction du cylindre augmente d'une certaine valeur. Et comme ça, on pourra remplacer les cylindres en temps voulu au lieu de les remplacer chaque année. Dans la slide suivante, on va voir comme l'intégration de notre système. Ça, c'est l'interface graphique qu'on voit avec ça. C'est juste sur une page web telle que vous le voyez. Et on a fait les cylindres comme 4 cylindres. On a pris 8 des 12 cylindres. On a pris 4 qu'on fait fonctionner comme en continu sans arrêt. 4 autres qu'on fait fonctionner et arrêter pour avoir le plus de données. Et on a vu déjà la première remarque, c'est que le temps des cylindres, même quand il est neuf, à la sortie, la vitesse de sortie, vitesse d'entrée, elle est différente. Et c'est à la valeur, ça c'est une des raisons pour qu'on a changé le système Immonit par ce système-là. La valeur de sortie, c'est 75 millisecondes. Ça varie entre comme 70 à 80 millisecondes. Ça, c'est la vitesse de sortie. Et la vitesse d'entrée, ça varie comme entre 120 et 145, je pense. C'est une petite variation. Et là, on a atteint les 6 millions de cycles dans les cylindres. Et avec ces 6 millions de cycles, on a commencé à voir comme une variation de 30 millisecondes avec le temps. Cette variation, elle évoluait graduellement, à peu près chaque 1 million de cycles, on perdait 5 millisecondes. Ce n'est pas linéaire, mais on voyait une graduation. Jusqu'à un moment donné, sur la prochaine slide, là, on va le voir, à un moment donné, on a le graphique, toute l'historique des cylindres. On a le bas, c'est la vitesse d'entrée, de sortie plutôt, et en haut, les 8 cylindres, la vitesse d'entrée. Et ce qu'on a eu avec le temps, là on ne voit pas toute l'historique, mais on a pris juste l'image où est-ce que ça commence à monter. On a un des cylindres qui a commencé à monter tout seul. Et ça, c'est à peu près après 6 millions de cycles, 5 800 000, quelque chose de même. Et dans le graphique qu'on voit là, ça nous permet d'avoir un historique. On peut planifier. Ça nous a permis de voir comme quoi qu'on changeait les 8 fois plus rapidement les cylindres parce qu'on a fait les calculs avec tous les cylindres qu'on avait. C'était à peu près 750 000 coups par année. Et là, c'est comme 8 ans de service au lieu de 1. Comme le siège chez Ikea, là, le banc d'essai avec le cylindre qui pousse, on s'est rendu à 8 ans d'usure, puis juste 20 millisecondes de délai. Là, nous autres, ce qu'on fait depuis des années, c'est qu'on remplace ces cylindres-là à chaque année. C'est ça. Un deuxième exemple, c'est que c'est notre défi, ça, on l'a vu dans les slides précédentes, on a eu quand même de bons résultats, c'est la vibration sur les encapsuleuses. On a vu qu'on avait du potentiel avec le premier système Immonit, mais quand même, on manquait de data, on ne pouvait pas faire le traitement de données. C'est qu'avec nos machines, on fait plusieurs produits. Ça veut dire qu'on a déjà cette variation de données, on marche à plusieurs vitesses, même avec le même produit. Et là, le facteur de vibration qui change à chaque fois. Ça veut dire qu'on a les 3 données qui sont là. Pour arriver à les compiler sur Immonit, on ne pouvait pas le faire. Mais avec le système de Ignition, on a la possibilité d'avoir les données qui viennent directement d'un capteur. Et les données qui viennent de la machine, c'est de l'automate qui nous donne la vitesse de la machine. Et les données de SAP, par exemple, pour avoir quel lot on peut, qui roule actuellement. Et avec toutes ces valeurs, on a
pu éviter au moins 4 bris majeurs juste sur les 2 derniers mois sur cette machine. Sur cette machine, on voit ici, c'est juste une petite période où est-ce qu'il y avait un lot qui était en cours. À un certain moment donné, on a eu une alarme de vibration qu'on a eu sur nos emails. Et même l'opérateur, il nous a appelés au même moment parce qu'on a mis en place un écran dans la salle de fabrication. C'est le même écran qu'il utilise pour remplir ses données. Il va au même temps. Là, il nous a appelé, il nous a dit « Ah, le taux de vibration avait augmenté ». Et on a intervenu après cette vibration-là. Et juste après l'intervention, la vibration a descendu. Par contre, ça, c'est une cam qui s'est déloussée. Et c'est déjà arrivé avant. Avec une cam comme ça qui se délousse, ce qui est arrivé, c'est que tout pète dans la machine. Et c'est à peu près, ça nous a coûté 10 à 15 000 $, plus l'arrêt de la machine d'une semaine ou plus. Ça, c'est parce que c'est des pièces qu'on ne garde pas au magasin, c'est des gros stocks. On a eu des gains énormes avec ce système-là. Merci, Bilal. Là, vous allez vous dire, 4 bris évités en 2 mois. Il faut qu'on vous dise que c'est une machine qui est en fin de vie. En fait, la nouvelle est en fabrication en Allemagne. On va la recevoir au début de l'année prochaine. Donc, c'est un équipement qu'on va se départir, mais on serait dû pour faire un overhaul dessus. Là. Elle est vraiment due. On sait par contre que faire une maintenance, un reconditionnement dessus, c'est juste en termes de pièces, on parle au-delà de 50 000 $. Donc, à la place, la stratégie qu'on a décidé de faire, c'est on s'est dit, on va se fier à nos mesures de vibration. On a tellement confiance dans cette technologie-là qu'on pense pouvoir l'étirer jusqu'au mois de juin sans avoir à faire d'overhaul sur cet équipement-là qui est en fin de vie. Puis à la place, on pourrait faire mettre cet argent-là dans des capteurs sur d'autres équipements. Donc, je dis qu'on allait se parler de sécurité informatique. Donc, avant 2020, chez Pharmascience, il y avait seulement un réseau de bureautique, un réseau informatique standard, relativement perméable. On veut que nos employés soient capables d'aller d'échanger des fichiers avec l'extérieur, d'aller sur Internet, etc. L'autre côté, on avait très peu d'automates qui étaient connectés sur ce réseau informatique-là. Là, on les comptait sur les doigts d'une main. Donc, on n'était pas trop exposés à tout ce qui est piratage. Par contre, avec toutes nos initiatives, on s'est mis à brancher un paquet de PLC sur le réseau informatique de Pharmascience. Et là, on a réalisé qu'on était en train d'ouvrir une brèche. Puis on le sait, de plus en plus, là, les pirates informatiques s'attaquent au milieu industriel avec, entre autres, des rançongiciels sur notamment des PLC. On n'en entend pas trop parler parce que les entreprises en général ne se vendent pas qu'elles payent ces rançons pour pouvoir récupérer leurs équipements, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Donc, on a cherché une solution pour sécuriser notre réseau. La solution qu'on a trouvée, en fait, c'est de développer un réseau industriel, donc un réseau très peu perméable, très peu accessible, et puis de le faire communiquer avec notre réseau informatique général, parce qu'on veut repousser ces données-là vers le réseau informatique de l'entreprise. Si on veut que les opérateurs soient capables de voir sur Ignition les graphiques de vibration de leur machine, éventuellement, il faut ramener ça sur le réseau informatique général. Fait qu'on a 2 réseaux. Réseau informatique général, le réseau industriel, puis entre les deux, là, ce qui fait vraiment la barrière, c'est la fameuse switch Stratix, produit Allen Bradley. Dans le fond, c'est une switch adressable. L'autre gros avantage, c'est que ça évite de changer les adresses IP de nos équipements, parce que vous savez, là, quand chaque entreprise a ses propres configurations d'adresses IP. Donc, avec cette switch-là, dans le fond, ça fait le lien entre les adresses IP que le réseau informatique de Pharmascience connaît et puis ceux que nos fournisseurs ont implantés dans nos équipements. Donc, ça enlève un gros casse-tête pour nos spécialistes en automatisation. Mais en plus, ça fait une barrière. Puis le seul moyen d'accéder pour un humain à un PLC, c'est de passer à travers cette switch-là. Puis l'accès, il est donné seulement à partir d'une machine virtuelle qui est sur nos serveurs. Puis ce serveur-là, c'est nos TI qui donnent accès puis qui gèrent ces accès-là comme à n'importe quel poste. Donc, c'est un accès qui est très restreint. Puis évidemment, il y a certaines applications là, comme Ignition, lui, est capable d'aller chercher de l'information à travers cette switch-là. Puis en plus, nos TI contrôlent aussi le trafic qui passe à l'intérieur. Donc, s'ils voient de l'information qui s'en va là, de sources qu'il ne reconnaît pas, mais il est capable de couper complètement là, la connexion. Donc, c'est une petite solution relativement abordable. On parle de 5 000 à 6 000 $ par switch. Puis on est arrivé à ça faisait longtemps qu'on se creusait la tête pour trouver une solution.
ce qui nous a amené à ça, c'est vraiment en mettant ensemble deux équipes, là, nos équipes DTI puis l'équipe d'automatisation. Chacun avait une partie de la solution, mais personne n'avait une compréhension de la réalité de l'autre côté de la frontière. En mettant ces deux équipes-là ensemble, on a vraiment pu trouver une solution qui marchait pour les deux côtés. On parlait de maintenance prescriptive, donc c'est ce qu'on voudrait faire à l'avenir. La maintenance prescriptive, dans le fond, c'est une maintenance qui donne une prescription là, qui dit comment on devrait opérer nos équipements pour éviter les bris. Dans le cas de, mettons, si on revient à notre exemple d'encapsuleuse, comme disait Bilal, ce qui influence la vibration, ce n'est pas juste l'ajustement que l'opérateur a fait, mais c'est aussi le produit qu'on roule puis la vitesse à laquelle on le roule. Fait qu'avec l'information qu'on va ramasser dans les prochaines années avec nos capteurs, puis avec un petit peu d'intelligence artificielle, ce qu'on rêve faire un jour, c'est trouver les bons ajustements pour un produit donné qui roule à une vitesse donnée, de manière à éviter les bris le plus possible. En conclusion, vous savez comme moi, il n'y a aucune entreprise manufacturière qui a échappé aux 3 premières révolutions industrielles. De la même manière, on pense que la 4e risque d'être aussi incontournable que les 3 précédentes. Vous avez marqué là, le délai entre chaque révolution a tendance à rapetisser. Même d'ailleurs, on commence déjà à entendre parler du 5.0. C'est une excellente raison là, pour se lancer dans ce domaine-là rapidement. C'est beaucoup plus simple qu'on le pense. En fait, nous, c'est beaucoup plus simple que nous, on l'avait imaginé au début. Il y a des produits très faciles à utiliser, dont l'exemple de capteurs Imonite ou autres. Qui reste encore pour nous une solution. C'était le premier produit qu'on a testé, mais on continue à utiliser encore des capteurs Imonite quand on veut explorer des possibilités ou pour des situations qui sont simples. Par contre, quand on veut manipuler un peu les données, là, on pousse nos données là, vers Ignition. On utilise plus des capteurs IFM qui donnent un plus large éventail de possibilités. On a parlé un peu de sécurité informatique, donc faire attention. Là, plus vous branchez des équipements ensemble là, sur votre réseau, vous créez autant de brèches que d'équipements que vous connectez. Puis finalement, le principal apprentissage de cette expérience-là, on s'est rendu compte qu'on pouvait en faire beaucoup par nous-mêmes, que c'était quand même beaucoup plus accessible qu'on le pensait. C'est clair qu'en 2020, là, si la pandémie nous avait bloqués complètement sur ce projet-là et puis qu'on n'avait pas tenté l'expérience par nous-mêmes, on ne serait pas où est-ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous dirais qu'on a une bien meilleure compréhension des possibilités qu'on a. On sait qu'un jour, il va falloir qu'on mette de l'intelligence artificielle puis qu'on aille chercher des ressources externes. Mais avant ça, il nous reste encore beaucoup de petits gains faciles à aller chercher par nos propres moyens. Donc, ça fait le tour. Avez-vous des questions? Bonne question, excellente question. Qui suit en direct les données récoltées? Donc, comme Bilal l'expliquait, Ignition, c'est une application qui se trouve être web. Donc, nos opérateurs ont accès, entre autres, la fameuse encapsuleuse qui est en fin de vie, là, elle, il faut qu'on la suive de proche. Donc, on a mis un écran dans la salle de production. En fait, c'est l'écran de l'opérateur. Donc, lui a accès à voir le graphique. S'il a un petit doute, il fait son setup, il a l'impression que ça fait un bruit pas normal, il va aller voir son écran, puis il peut nous appeler. Et en plus, on a mis, nous, des alarmes. Donc, on reçoit des courriels puis des textos quand on atteint des limites. Oui. Oui, effectivement. Les seuils d'alarme, on les a fixés en fait par essai-erreur. Au début, on a eu tendance à mettre des seuils d'alarme trop bas. On recevait constamment des alertes. On allait regarder, on disait OK, là, la machine elle va relativement bien. On va remonter un peu le niveau d'alarme. Puis à d'autres moments donnés, on a eu des bris. On dit OK, là, on a été trop loin. Là. On sait quand on franchit ce seuil-là, entre autres, là, la fameuse cam là, qui s'est loussée, c'est par expérience. À un moment donné, on a vécu cette situation-là. Donc, on s'est dit OK, ce seuil-là, il ne faut pas le dépasser. On va mettre la limite à ce niveau-là. Mais c'est vraiment par essai-erreur. Ouais. Oui? Est-ce que l'implantation d'Imonite a demandé la main-d'œuvre supplémentaire pour l'implantation? Je dirais, en fait, c'est arrivé au moment où est-ce qu'on a... Nous, chez Pharmascience, on a décidé d'enlever une ressource au niveau de notre équipe d'électromécaniciens à la maintenance pour le dédier à la fiabilité. Fait que Bilal est arrivé, en fait, on l'a libéré à ce moment-là. Donc, c'est Bilal qui a travaillé là-dessus.
Oui, effectivement. Mais dans le cas d'Imonite, quand même relativement peu. C'est très intuitif. N'importe qui peut installer ces capteurs-là très facilement. Ça ne prend pas un niveau, un niveau pas besoin d'être un électrotechnicien pour installer ce genre d'outils-là. Mais oui, effectivement, ça prend des ressources pour ça. Puis nous, c'est le pari qu'on fait. Là. Ce qu'on veut dans le futur, bien, c'est avoir de moins en moins d'électromécaniciens qui font des réparations, puis qui font des maintenances qui, des fois, ne sont pas aussi payantes qu'on le voudrait, pour plutôt faire de l'analyse, puis mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, puis voir venir les problèmes à l'avenir. Fait que Villel, c'est le premier électromécanicien qu'on allait libérer en fiabilité, mais ce ne sera pas le dernier. Les décisions de la mise en place des alarmes, c'est vraiment conjointement avec l'opération, la maintenance que vous avez décidé, parce qu'il y a quand même une analyse à faire avec l'historique. C'est vraiment une décision conjointe? Décision conjointe, quoi suivre? Je dirais que ça a été vraiment avec notre historique, plus notre historique de bris. Donc, c'est là où ça faisait mal. Là. Mais on n'a pas fini, on en a encore beaucoup à faire. Mais ce qu'on a priorisé en premier, ouais, c'est ce qui nous faisait mal. Pas tant avec la production. Là, les dépoussiéreurs, mis à part quand la production devait arrêter parce qu'ils n'avaient pu avoir les débits, il y a beaucoup de choses qui sont un peu transparentes pour les opérations. J'ai entre autres notre problème au niveau de l'air comprimé, là, le compresseur qu'on a suivi en vibration. Ça, pour les opérations, là, ça se passe à un autre étage, puis à la limite, ils ne savent même pas qu'on a des compresseurs qui poussent de l'air. Mais c'est plus en analysant là, nos historiques de bris. Là. Il y en a certains cas aussi que c'est avec la production, tel par exemple, il y avait vu qu'en utilisant la succion sur une machine qui était trop haute, ça faisait des problèmes avec le produit fini. Alors, ce qu'ils nous ont demandé, c'est de faire une alarme de telle sorte une alarme plus qu'on arrête la machine, de telle sorte qu'on ne dépasse pas ce niveau-là. Et là, on voit, dès que l'opérateur dépasse ce niveau-là, nous, on reçoit des alarmes, le superviseur reçoit une alarme, plus la machine arrête. Et on sait pourquoi elle est arrêtée. Effectivement. Mais on a de la publicité à faire. En fait, peut-être qu'on communique plus avec nos équipes de production des possibilités qu'on a. Nous, on se voit encore en mode test, mais ça fait 2 ans qu'on est là-dedans. Il serait temps qu'on publicise un peu plus nos bons coups pour qu'eux puissent nous solliciter à ce niveau-là. Bon point. Oui. Tu peux avoir toutes les données possibles. C'est qu'avec le système de Ignition, c'est une licence qu'on achète. Et après, ce que tu fais, c'est qu'on crée une VM et toute l'information va sur la VM interne dans l'entreprise. C'est qu'on ne passe pas par une autre compagnie. Ça, c'est un. Et toutes les données qui sont dans l'automate, tu peux les avoir. Et si tu n'as pas de données, comme par exemple dans notre cas, l'exemple qu'on a montré tout à l'heure, c'est qu'on a rajouté un petit réseau avec les modules IFM, c'est qu'on rajoute qu'importe le capteur qu'on veut, c'est que pression, ampérage, débit, qu'importe le capteur que tu veux, tu peux l'avoir. Même avec les capteurs existants, par exemple, tu as un capteur qui est 4 à 20 mA ou 0,10 volts, il y a des switches, on peut les partager ensemble, c'est qu'il y a des modules qui se rajoutent et tu peux avoir l'information directe, instantanément. Et l'information sur le réseau, c'est en temps réel, c'est que ça se passe là, c'est que c'est pas 5 secondes après, c'est que tu le vois direct. Est-ce qu'il peut y avoir une rétroaction, par exemple, sur la machine, oui. La moduler à partir des données? Oui, on peut le faire, mais on a décidé de ne pas le faire parce que on n'est pas trop à l'aise sécurité. Alors on a décidé c'est qu'on s'est assuré qu'il y a une sécurité, mais on a décidé de ne pas faire des actions sur les machines. Puis l'autre raison reçoit aussi, juste l'information. L'autre raison, c'est que nos équipements sont validés. Dès qu'on change une ligne de code sur un automate, il faut repartir un processus de validation qui prend plusieurs mois. Il faut faire des change control, il faut faire une validation. Fait que c'est lourd, c'est pénible. On essaye le plus possible de ne pas toucher à nos programmes d'automate. Fait que c'est possible, mais on le fait relativement peu. On préfère avoir des alarmes puis aller voir sur place ce que ça donne. Pour revenir sur l'exemple de courant aussi, oui, on a essayé de mesurer le courant sur des équipements, puis c'est de voir des problèmes avec le courant tiré par les équipements, mais ce qu'on a essayé, on n'a pas eu de super succès. En fait, on voyait qu'il y avait plus de différence d'une phase à l'autre que d'un produit à l'autre. Fait qu'on a mis ça de côté pour l'instant, mais c'est clair que c'est quelque chose qu'on va vouloir revisiter dans le futur. Autre question, la dernière, est-ce que ça peut t'informer, par exemple, au niveau des garanties des pièces composantes de la machine?
tel ou tel événement qui s'est produit, etc. Est-ce qu'il y a une information à cet effet-là? Ben, notre spécialiste en automatisation, il vous dirait que oui. Lui, il jure que par Ignition. Tout est possible avec ce produit-là. Moi, je ne saurais pas comment le faire, mais oui, je pense que oui, là, c'est possible de faire ce genre de suivi avec. Vous savez, Ignition, c'est un SCADA, hein, fait que il rentre de l'information, il traite l'information, puis après ça, on fait des graphiques, des pages graphiques avec ce qu'on veut avoir. Fait que oui, on pourrait avoir un tableau avec les dates de garantie qui. Moi, je pense que la bonne réponse, c'est oui. Honnêtement, on n'a pas joué avec ça encore, mais si je me fie à notre spécialiste en automatisation, il n'y a pas grand-chose qu'on ne pourrait pas faire avec ce SCADA-là, Ignition. C'est vraiment, on n'a pas de limite avec le logiciel en tant que tel, là, parce que tu peux programmer, c'est comme n'importe quel logiciel. C'est en JSON, je pense, la programmation après. Là. Mais c'est vraiment, tu peux aller où est-ce que tu veux. Tu peux programmer n'importe quoi là-dedans. Merci. Oui? Tout d'abord, merci pour la présentation, très belle présentation. Puis j'aime beaucoup que le technicien soit sur le stage. Je pense que c'est une belle récompense. Pour revenir à la sécurité informatique, là, je pense qu'on n'a pas assez mis l'emphase, puis même dans la présentation de Bridgestone, là, je travaille à l'usine de Joliette, on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est critique dans la mise en place du 4.0. Je vais raconter un peu une expérience qu'on a eue à Joliette. Là, on a eu une attaque informatique au début de l'année. Là. Puis l'ampleur de l'attaque, c'est que ça a arrêté l'ensemble des usines nord-américaines dans les 5 à 10 minutes qui ont suivi l'attaque, là, pour vous donner une idée de l'ampleur que ça peut avoir. Là. Puis il y a eu assez de pertes de production dans l'ensemble des usines qu'on aurait eu du budget pour mettre des capteurs sur toutes les machines de toutes les usines. Donc, c'est très, très critique que le groupe informatique soit impliqué dans la mise en place, autant la sélection même des vendeurs, parce qu'il y a des dizaines de vendeurs là, pour les capteurs, autant Wi-Fi que filaire, ces machines. Puis c'est des portes d'entrée directes là, sur les réseaux internes des usines. Fait que, il y a une solution qui a été montrée, il y en a beaucoup d'autres. Là. Mais la structure et l'implication du groupe TI est critique pour les choix faits, là, parce que à partir d'un certain moment, quand vous utilisez un vendeur puis vous lui donnez une porte d'entrée dans l'usine, si ce vendeur-là se fait attaquer puis ils arrivent à passer à travers ses protections, c'est aussi une porte d'entrée dans votre usine, là, puis ça peut avoir des conséquences. Oui, effectivement. Puis là, j'ai été surpris de voir que chez Bridgestone, c'était quelqu'un des TI qui faisait la présentation mardi. Nous, ce qu'on a réalisé, c'est que c'est comme ces deux mondes complètement différents. En tout cas, chez Pharmascience, les spécialistes TI, ils ont une vision de leur réseau, de leur architecture, mais ils ne savent pas c'est quoi un PLC, ils ne savent pas c'est quoi une drive. À la limite, ils ne savent pas qu'il y a une usine de production. Pour eux, les seuls clients qu'ils ont, c'est des gens qui ont des laptops. Fait qu'un problème sur Windows, c'est capable de régler ça rapidement. Mais un PLC qui a un conflit d'adresse IP, là, c'est la fin du monde. Fait que c'est vraiment en mettant ces deux groupes-là, nos spécialistes en automatisation avec les gens de TI, qu'on a réussi finalement à parler un langage commun. Mais ça a pris plusieurs essais avant d'avoir les bonnes personnes à la même table. Pour revenir aux attaques, il y a plusieurs compagnies au Québec qui ont eu des attaques similaires. Des grosses compagnies, d'habitude, ils s'attaquent aux compagnies qui savent, qui ont des capacités. Puis, je ne dirais pas les détails par la suite, mais ça reste d'habitude, on n'en parle pas parce qu'on n'aime pas en parler, là, mais dans le sujet de la semaine du 4.0, là, je dirais peut-être un point même plus important que les capteurs eux-mêmes, là, en quelque sorte, là, parce que les pertes de production peuvent être 100 fois pire que le gain entre préventif et la conditionnelle qu'on aurait sur l'ensemble des machines. Fait que absolument. Puis il y a des cas qui ont fait école, je pense qu'il y a peut-être même 5-10 ans, quand les Iraniens commençaient leur projet dans le nucléaire, ils enrichissaient de l'uranium avec des centrifugeuses. Et puis, il y a des centrifugeuses qui ont été détruites. Il y a des hackers à distance qui ont pris possession qui ont pris le contrôle de la centrifugeuse, les ont fait accélérer jusqu'à temps qu'avec la force centrifuge, elles éclatent. Fait que de la même manière, chez nous, quelqu'un qui prendrait
le contrôle d'une de nos presses pourrait monter la vitesse à une vitesse telle que la tourelle pourrait éclater puis faire du dommage. Fait que oui, effectivement, quelqu'un qui prend le contrôle à distance d'un automate, ça peut être dommageable. Il y a les rançongiciels d'une part, mais quelqu'un qui voudrait faire du dégât, là, c'est bien réel. Là. Oui? Oui, ben, en fait, les collègues de Bilal le regardent aller, puis ils voient ça venir. Moi, en tout cas, je parle peut-être à travers mon chapeau, je pense que c'est vu quand même relativement positivement. Quand je donnais l'exemple d'un dépoussiéreur, il n'y a personne qui aime aller changer les fils sur un dépoussiéreur avec un scaphandre. Fait que si on est capable de sauver 3-4 interventions dans l'année, ben c'est positif. Puis, quand on avait affiché le poste, Bilal avait appliqué dessus. On a vu quelques personnes qui ont appliqué dessus. J'ai l'impression qu'on réafficherait le prochain poste. Il y aurait pas mal... je regarde en arrière. Je perdrais peut-être quelques joueurs en arrière. En fait, tu as toujours des restrictions. Par exemple, il y a des gens qui disent « Ah, ça ne sert à rien ». Mais moi, ce que j'ai fait, parce que ça fait quand même 2 ans et demi, 3 ans là, que je suis dans le poste, là, ce que j'essaie, à chaque fois qu'il y a comme quelque chose de positif, ou est-ce que je peux donner aux autres, je le donne. Par exemple, les cas de vibration, aujourd'hui même, je lui parlais quand on était en train de venir, j'ai vu qu'il y avait une vibration sur la machine qui était en train de finir. Là, ce que j'ai fait, j'ai appelé les gars, je leur ai dit, écoutez, c'est ça ce qu'on a. Il faut aller intervenir, il faut aller voir. Mais au début, c'est sûr qu'il y a, non, ça ne sert à rien, il n'y a rien. Mais maintenant, le gars est parti tout de suite. Ça ne m'a même pas pris le temps de lui expliquer plus. J'étais direct parti sur la machine. Ils savent que ça a un bon résultat. Et les gens tirent sur Bilal aussi quand ils ont des questionnements. Peut-être aussi une manière de répondre à la question. Dans l'atelier mécanique, on a un gros écran. Ben, la page par défaut, c'est une page Ignition qui a cet écran-là. Ce n'est pas nous qui l'avons mis, c'est les électros qui l'ont mis. Fait que je pense qu'ils vont embarquer ils embarquent dans ce virage-là. Parce que là, on a présenté quelques exemples, mais en réalité, on a l'état des machines, le suivi, on a plusieurs pages qu'on a créées. C'est qu'on peut vraiment aller beaucoup, beaucoup loin avec ce système-là. Oui. Effectivement, là, le groupe de fiabilité est rattaché au groupe de maintenance, évidemment. Là. Marie-Ève et moi, on a la même patronne. Merci beaucoup.